C'est l'heure de clôturer 2025 avec un énorme bilan. Quand je dis énorme, je pense que j'exagère pas, ok? Parce que si vous aimez les statistiques de lecture, vous allez être servi. Si vous êtes curieux de savoir combien d'argent j'ai fait sur YouTube en 2025, vous allez être servi. Si vous voulez découvrir le résultat du premier roman que j'ai envoyé à des maisons d'édition, vous allez être servi. Bref, il y a beaucoup de choses à servir aujourd'hui, alors allons-y tout de suite. Alors on va commencer le bilan par ma spécialité, c'est-à-dire les statistiques de lecture. Si c'est pas votre truc, inquiétez-vous pas, là, il y a une montagne de blabla qu'on va faire après. Mais d'ici là, on a une très belle liste de stats à traverser. Alors, en 2025, j'ai lu un total de 114 livres. C'est pas la plus grosse année de lecture que j'ai eue dans ma vie. Par contre, c'est la plus grosse année de lecture que j'ai eue depuis 3 ans parce que en 2024 et en 2023, j'avais fini l'année avec 100 livres lus exactement. Je suis très satisfaite avec ça. Par contre, j'avoue, je suis un peu moins satisfaite du fait que cette année, même si 114 livres, c'est absolument pas quelque chose dont je vais me plaindre, ben j'avoue qu'il y a eu beaucoup de journées où j'ai juste 0% touché à un livre. Donc, les 114 livres que j'ai lus, c'était souvent dans des circonstances où comme j'avais rien lu la semaine. Donc là, pendant le week-end, j'ai lu. Et je pense que pour 2026, j'aimerais ça que la lecture soit plus quelque chose de quotidien plutôt que des gros moments de lecture à la fois. Alors si on regarde le total de pages que j'ai lu cette année, ça nous donne 43 815. Et si on compare avec 2024, j'avais lu 35 172 pages. Donc c'est un peu plus de 8000 pages pour une différence de 14 livres de plus. Je pense que ça signifie que j'ai lu des plus gros livres cette année que l'année dernière. Parce que 14, 8000, je vous mets la moyenne ici de combien de pages par livre ça représente. Et si on se penche maintenant vers la moyenne de pages lues par jour, en 2025, j'ai lu en moyenne 120 pages par jour. Et en 2024, c'était 96. Donc, je suis contente parce que moi, une quantité avec laquelle je me sens bien, c'est vraiment 100 pages par jour. C'est comme un peu mon minimum. Si je suis en dessous de ça, je sens là, que j'ai pas lu suffisamment pour être bien parce que, je le rappelle, c'est pas une question de performance, c'est plus une question que la lecture me fait du bien dans la vie, mais parfois je lis pas du tout alors que c'est quelque chose qui me ferait du bien si je le faisais. Et donc si on prend le total de pages que j'ai lu pendant l'année et on le divise par le nombre de livres lus, ça fait que j'ai lu en moyenne des livres qui faisaient 384 pages chaque. Et si on regarde l'appréciation que j'ai eue pour les livres cette année, est-ce que j'ai eu une bonne année de lecture? Alors, en 2024, j'avais donné en moyenne 3.3 étoiles à mes lectures et je suis très heureuse de vous dire que ça a augmenté. J'ai donné 3.49 étoiles à mes livres en 2025. C'est un 3.5, on s'entend, c'est très bon. Je sais que pour certaines personnes, c'est peut-être bas, mais pour moi, je pense que le plus haut que j'ai eu dans une année, c'était 3.6. Donc 3.5, vraiment, c'est pas si mal. Je pense aussi que j'ai été aidée par le fait que cette année, j'ai fait un petit peu moins de vlogs torture, comme je les appelle. Maintenant, si on regarde les données par mois, on peut constater que cette année, mon plus gros mois de lecture a été mai avec 14 livres lus. Ça m'étonne pas du tout parce que je suis partie en vacances puis j'ai lu 5 livres en 5 jours. Et mon plus petit mois de lecture, ben c'était décembre, on vient juste de le quitter. Et je pense qu'on va s'en parler un petit peu plus dans la section où je vous révèle le résultat de ma pile à lire ultime. Mais ok, disons que j'ai lu 5 livres, mais j'ai lu la moitié de genre 3 livres que je veux semi-abandonner. Bref, ça signifie qu'en moyenne par mois, j'ai lu 9.5 livres. Généralement, j'essaie de viser 10 livres par mois, donc honnêtement, je l'ai assez bien atteint. Dans ma tête, j'étais sûre que non, mais oui. Et si on compare les livres lus par mois versus les pages, parce que ça peut changer la donne, ben cette fois-ci, pas tant que ça, parce que le mois de mai est encore mon plus gros mois avec 6370 pages lues, et décembre est encore mon plus petit mois avec 2183 pages. Et donc, en moyenne par mois, j'ai tendance à lire 3651 pages. Ça me va très bien, les amis. Ah, c'est vrai, j'ai une autre statistique mensuelle, ok? L'appréciation par mois. Est-ce que j'ai eu des très bons et des très mauvais mois de lecture cette année? Alors, mon meilleur mois de lecture a été février avec 3.78 étoiles données en moyenne à mes lectures. Et le pire mois, juin avec 3.05 étoiles données. Et je me suis fait une note là, j'ai juste véritablement aimé 2 des 10 livres que j'ai lus ce mois-là. Puis quand je dis véritablement aimé, là, j'aurais donné 3.75 puis 4 étoiles. Et en juin, là, c'est oui! Mais je suis quand même très contente parce que si ça, c'est mon pire mois, ça signifie qu'en 2025, j'ai pas eu de mois qui est descendu en dessous des 3 étoiles. Parce que oui, c'est arrivé très souvent dans le passé. Genre, je pense qu'en 2024, là, j'en avais quelques-uns qui étaient autour de 2.8, 2.9 étoiles. Donc, je pense qu'on peut dire que j'ai eu une meilleure année. Oui, j'ai une bien meilleure année. Ouf. Je sais pas si ça s'entend, mais je sors d'un rhume en ce moment-là. Parlant des notes, voici exactement les notes que j'ai données. Donc en 2025, j'ai donné 0, 1 étoile. Parce que oui, c'est quelque chose qui arrive dans la vie. J'ai même déjà donné des 0, 0.5 étoiles. Mais aucune cette année.
Yes. La catégorie d'étoiles que j'ai le plus donné, c'est les 4 étoiles avec 52. Mais vous allez voir, moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup genre des points 25, des points 5, des points 75. Donc voici maintenant la liste exacte genre de chaque version de notes, combien j'en ai donné. Les 4 étoiles demeurent ce que j'ai le plus donné avec 24, mais on voit qu'il y a 18 3 étoiles, on a 5 2 étoiles, on a 6 5 étoiles, puis 1 4.75 étoiles, on s'entend ces notes qui devraient pas exister, mais je peux pas. Bref, honnêtement là, hey, si tu regardes la portion en haut des 4 étoiles, yo, ça ouais, c'est merveilleux. Ce que je vois là en ce moment, c'est merveilleux. Maintenant, on va parler de la taille des livres que j'ai lus. Le plus petit livre que j'ai lu en 2025 faisait 82 pages et le plus gros livre que j'ai lu faisait 1168 pages. Et ça donne que c'est un livre qui s'est retrouvé dans mon top 10 de fin d'année. Donc comme quoi, je ne devrais pas avoir peur d'en lire parce que le petit livre de 82 pages, est-ce que je m'en souviens? Non! Mais je me souviens du gros livre. Si on regarde exactement les tranches de pages par livre, j'ai lu 41 livres qui faisaient entre 300 et 399 pages, 7 livres qui en faisaient moins de 200 et 16 qui en faisaient plus de 500. J'essaie toujours de viser au moins 15 livres en haut des 500 pages, donc c'est accompli. Ah, pour le format dans lequel j'ai lu les livres maintenant, c'est quand même assez bien réparti. On a 48 livres numériques, 45 livres papier et 21 livres audio. Moi, le numérique, là, ma petite Kobo, oh, c'est mon plaisir sur Terre, mais c'est aussi mon objectif, puis on va s'en parler plus tard, de lire davantage là, les livres que j'ai chez moi en papier, parce que j'ai tendance à vraiment les laisser traîner. Parce que le soir, quand je vais me coucher, là, avant de dormir, ça me tente-tu de me lire un livre comme ça, en de la tête, mes bras font mal. Là, je sais pas si les Européens ont compris ce que je viens de dire. Bref, j'aime ma liseuse juste pour le confort, ok? Je me blesse moins en lisant. C'est dangereux la lecture, je sais pas si on vous l'avait dit, là, mais c'est dangereux. Sinon, pour la source des livres que j'ai lus, je continue à porter la couronne de la Queen de l'emprunt parce que j'ai lu 81 livres qui étaient empruntés à la bibliothèque ou genre disponible sur des services Nextory, blablabla, où je me suis abonnée. Et donc, sinon, j'ai lu 22 livres que je possédais et 12 services de presse, qui sont des livres que je possède aussi, mais j'aime bien faire la distinction. Ça me va. C'est pas une statistique que je souhaite changer, quoique je peux toujours lire plus de livres que je possède, hein? Mais la bibliothèque, c'est alléchant. C'est alléchant. Moi, je comprends pas les gens. Je comprends pas. Ceux qui vivent proche d'une médiathèque, là, pis qui résistent à la tentation d'y entrer puis de ressortir avec genre 7 livres entre les mains, là. Je sais pas comment vous faites. Oh, la prochaine stat. Si vous avez un petit peu suivi mon combat au fil des années, c'est que je suis évidemment une personne francophone, mais qui lit beaucoup de livres en anglais. Pendant des années et des années, l'anglais a toujours été la majorité de ce que je lisais. Et ben, considérant que j'ai une chaîne francophone puis qu'il y a plein de gens qui me regardent qui ne lisent pas en anglais, j'essaie de lire davantage de trucs en français et je ne réussis pas. À chaque année, je réussis pas. En 2024, j'étais certaine d'avoir réussi. J'avais pas réussi. Et là, cette année, la langue des livres que j'ai lus, la gagnante est enfin le français! 68 livres lus en français versus 46 livres en anglais. Ça fait du bien! J'ai réussi! Je suis francophone! On va boire de l'eau. Pour la tranche d'âge des livres que j'ai lus, on a une grande majorité d'adultes avec 97 versus 16 livres jeunes adultes et un livre jeunesse que j'ai absolument adoré. Donc, comme quoi, faut laisser des chances dans la vie, il y a des choses qu'on lit pas. Ok, là, on va se parler des genres littéraires que j'ai lus. Ça vraiment, vous m'auriez demandé c'est quoi le résultat, j'aurais pas pu vous le dire. Pendant des années, au début de ma chaîne, avant d'avoir ma chaîne, c'était la même chose chaque année, science-fiction, thriller, en tête. Là, ben, j'étais un peu surprise. Ok, voici le graphique. En tête, on a deux genres littéraires en égalité. Le contemporain / la fiction générale, avec le thriller / l'horreur, les deux, 25 livres lus. Je pensais vraiment pas que le thriller allait être aussi haut, parce que je me souvenais pas d'en avoir lu beaucoup. Mais finalement, peut-être que mon bocal des membres m'a aidé, parce qu'il y en a beaucoup dans le bocal. Mais en deuxième place, on a le groupe de fantasy, fantastique, réalisme magique, mythologie, avec 24 livres lus. Et la chose qui me fait beaucoup de peine, c'est que la science-fiction a seulement 12 livres lus. Je l'ai dit dans ma pile à lire là, annuelle, il faut que la science-fiction revienne dans ma vie, parce que là, ça, c'est trop bas. 12, c'est trop bas. Sinon, 10 historiques, 9 romances, 9 non-fiction, c'est le portrait de ce que maman qui lit. On va pas se mettre à chanter, Maintenant, parlons de l'ancienneté des livres que j'ai lus. Et ça, c'est une statistique avec laquelle je me suis un petit peu battue toute l'année, parce que, comment dire, j'ai été trop sage avec ma pile à lire. Je l'ai vraiment réduite, et donc, ce que je faisais avant, c'est que je classais les livres selon
ok, ça, c'était dans la première tranche, genre des 25 plus vieux livres de ma palle. Après ça, il y avait 26 à 50, 51 à 75. Mais là, tu sais, j'ai une catégorie là, de 76 à 100, mais il y a juste 5 livres dedans parce que ma palle était en dessous des 76 pendant la majorité de l'année. Donc, ok, je vous montre là, tu sais, le graphique, mais juste après, je vous explique comment je vais changer pour 2026. Alors, je suis quand même très contente, là, 26 livres dans les 25 plus vieux livres de ma palle. Et ce qui est pas inscrit sur le truc, c'est que dans les 26, il y en avait 17 que quand je les ai lus, étaient dans le top 10 de mes plus vieux livres de l'année. Donc ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux, j'ai été sage cette année. Quand même 17 livres qui étaient pas dans ma palle, donc ça c'est genre des ajouts spontanés que je vois, mettons sur Nextory, un livre audio, j'ai jamais entendu parler de cette affaire-là, mais je commence à l'écouter, hop, c'est un livre qui était pas dans ma palle ou dans mes vlogs. Mais aussi, j'ai lu 33 livres du bocal des membres cette année. Là, je tiens à dire, si vous vous amusez à compter les chiffres sur l'écran, ça donne pas 114 parce qu'il y avait des livres suggérés dans mon bocal qui étaient également dans ma palle, donc je les ai comptés dans les deux. Voici comment je vais procéder pour l'ancienneté en 2026. Et j'ai failli me tromper. Comme je connais pas mal toujours un peu la date à laquelle j'ai ajouté les livres à ma palle, puisque j'ai plus de livres là, qui traînent depuis vraiment 10 000 ans, je vais à la place compter l'ancienneté en termes de jours où le livre était dans ma palle. Comme ça, je vais pouvoir aussi faire la moyenne de comme, ok, quand j'ajoute un livre à ma palle, combien de temps généralement ça me prend pour le lire? Maintenant, plus de stats par rapport au bocal des membres. En 2025, il y a 209 suggestions qui ont été faites dans le bocal. En fait, 209, c'est pas le nombre exact parce que j'ai oublié de compter quand un membre suggère le même livre, genre plusieurs fois. Il y a certains livres qui ont été suggérés 8 fois par la même personne. Donc, c'est plus comme 209 livres individuels qui ont été ajoutés. Et parmi les 33 du bocal que j'ai eu en 2025, il y en avait 21 qui étaient parmi les 209 nouvelles suggestions de 2025. Et ce que j'aime bien évaluer, c'est est-ce que le bocal me fait faire des meilleures lectures ou des moins bonnes lectures que moi quand je me choisis qu'est-ce que je lis. En 2024, la moyenne du bocal était vraiment pas géniale, c'était 3.12 étoiles. Mais cette année, 3.44 et bon, ça reste que c'est un peu plus négatif que la moyenne de l'année qui était 3.49, mais c'est très négligeable. Ah, par contre, hey, j'ai vraiment mis beaucoup de stats, hein. Si on prend la moyenne du bocal, mais en retirant les livres qui étaient aussi dans ma palle, donc que je m'étais choisi, même si le bocal me les avait choisis aussi, la moyenne passe de 3.44 à 3.35 étoiles. Donc, je pense que j'ai plus de chances d'aimer un livre du bocal que j'ai mis dans ma palle. Mais en même temps, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Elle est pas la meilleure pour se choisir des livres dans la vie, elle. C'est qui parle de moi? C'est qui? Mon cerveau, il s'est pas remis encore du rhume. Maintenant, on va parler des auteurs que j'ai lus. Est-ce que c'était la première fois que je les découvrais ou je les avais déjà lus? On a une majorité d'auteuristes que j'avais jamais lus avec 77 nouveautés. Ben, c'est pas des nouveautés dans le monde, mais dans ma vie, là, versus 37 que j'avais déjà lus. Et l'année dernière, j'avais encore une fois regardé la moyenne d'appréciation des auteurs si je les avais lus ou pas. Puis c'était comme exactement la même moyenne pour les deux. J'avais trouvé ça incroyable. Là, cette année, c'est pas la même chose. Alors, qui gagne, ok? Est-ce que c'est les nouveaux auteurs de ma vie ou les anciens qui m'ont fait le plus apprécier des livres? À ma grande surprise, c'est les auteurs que j'avais déjà lus qui m'ont fait plus aimer les livres. Je dis à ma grande surprise parce que mon Dieu que mes auteurs préférés m'ont déçu en 2025. 3.59 étoiles pour les auteurs que j'avais déjà lus versus 3.45 étoiles pour les auteurs que je découvrais pour la première fois. Je trouve ça vraiment passionnant ça, cette stat. Je suis contente d'y avoir pensé. Maintenant, statistique que moi, honnêtement, on va être honnête, là, je m'en fous. Les sagas, ça n'a plus d'importance dans ma vie. J'ai lu 92 livres solo, donc des one-shots, et 22 livres qui figuraient dans des sagas. Si on regarde le livre des sagas, il y avait 16 qui étaient des premiers tomes et 6 qui étaient des suites. Mais moi, ça me va. J'ai arrêté de me juger pour les sagas, puis honnêtement, ma vie se portait tellement mieux depuis. Maintenant, on va se parler des années de publication des romans que j'ai lus. Alors, il y avait 3 livres qui avaient été publiés avant 2020. 2020! 2010. 38 livres publiés entre 2010 et 2019. 45 livres publiés entre 2020 et 2023. Et 28 sorties récentes, donc 2024-2025. Et plus spécifiquement encore, là, dans les 28, il y en avait 13 qui étaient de 2025. Mais si on regarde... Oui, hey, je me suis donné pour les stats de cette année la moyenne d'appréciation selon les années. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Pourquoi j'ai fait ça, même? La période de temps qui m'a donné les meilleures lectures. Oui, ok, il y avait un plus petit échantillon, donc peut-être que c'est pas
Mais c'est avant 2010. 4.08 étoiles en moyenne pour les livres que j'ai lus qui étaient publiés avant 2010. Et il y a visiblement un problème dans ma vie avec les livres publiés entre 2010 et 2019 parce que 3.33 étoiles, c'est pas catastrophique, mais tu regardes après 3.56, 3.54, puis même je me suis noté aussi les sorties de 2025 spécifiquement 3.63 étoiles. Je pense que l'échantillon était assez grand pour déterminer que si un livre est publié entre 2010 et 2019, j'ai moins de chances de l'aimer. Merci pour ces stats, Mamaki, c'est fascinant. Ouais, merci. Merci. Ce qui est moins fascinant maintenant, c'est les pays. Ben oui, les États-Unis, première place avec 49. Ce qui m'énerve, c'est que souvent, tu sais, je dois mettre États-Unis alors que c'est des livres qui peuvent parler, genre, des personnes qui vivaient au Nigeria, qui ont émigré aux États-Unis, et puis blablabla, mais comme ça se passe principalement aux États-Unis. Donc même si ça parle beaucoup de la culture nigérienne, c'est comme, ben c'est États-Unis, ça a été publié aux États-Unis aussi. Bref, j'aime pas cette stat, mais je vous la donne pareil. En deuxième place, on a la France, avec 17 livres. Mon Dieu, les Français, je vous ai lus. Le Québec n'est pas encore un pays, mais j'ai lu 11 livres québécois. Ensuite, 9 Angleterre, 7 Canada, 3 Japon, 3 Australie, 3 Suède, 2 Mexique, 2 Chine, 2 Irlande, 1 Nouvelle-Zélande, 1 Syrie, 1 Palestine, 1 Italie, 1 Pologne, 1 Suisse. C'est 17 pays au total que j'ai lu. Ça pourrait être plus. Ça pourrait être plus. Et là, on en est aux statistiques de pile à lire. Alors, le 1er janvier 2025, j'avais 61 livres dans ma pile à lire. Mais, juste après, j'étais comme, c'est pas assez. Donc, j'ai ajouté genre 19 livres que j'ai loués à la bibliothèque. Mais malgré tout, j'ai terminé l'année avec 45 livres dans ma palle. Donc, ouais, comme je vous l'ai dit, maintenant, je suis rendue sage avec ma pile à lire. C'est comme plus quelque chose qui me stresse. Puis en fait, je stresse quand il y en a plus assez dans la palle parce que ça m'empêche de faire des concepts vidéo à l'avance. Donc, mes objectifs annuels sont plus maintenant par rapport à la diminution de ma palle. Ils sont plus par rapport à des défis que je me lance. Comme l'année dernière, je voulais qu'en 2025, j'ai lu 30 des 61 livres qu'il y avait justement dans ma palle en début d'année. Et ben, je dois dire que ce défi a été tellement réussi que pendant un moment, je me suis dit peut-être que je vais essayer de lire 61 des 61 livres qu'il y avait dans ma palle. Je l'ai pas fait. Mais donc, le score final, 46 livres sur 61. Ça signifie qu'il reste juste 15 livres dans ma palle qui étaient là au début de l'année dernière. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Le défi que je me donnerais pour 2026, ce serait, je pense que là, présentement, j'ai 24 livres dans ma pile à lire papier. J'ai pas noté le chiffre, là, je vous mets exactement à l'écran. Et j'aimerais ça finir l'année en ayant lu tout ce que j'avais en physique chez moi d'ici 2027. Je sais pas si je vais y arriver, mais... Donc c'est le défi. Et parlant du dernier défi de l'année, ma pile à lire ultime de 2025. Est-ce que j'ai lu les 12 livres que je devais absolument lire d'ici la fin de l'année, sinon j'allais avoir une conséquence? Non. Non, mais... Ben... Ok, je dois vous faire une mise à jour. Dans le passé, mes piles à lire ultimes, je me permettais de compter les livres abandonnés comme des livres lus. Mais cette année, quand j'ai commencé à lire les livres de ma page, j'étais comme, ben en fait, ça va peut-être être trop facile, genre ça se passe trop bien. Donc, ce que j'ai dit à mes membres, c'est que comme la conséquence, c'était de piocher un livre dans mon bocal pour chaque livre non lu de ma palle, je leur ai dit, savez-vous quoi, soyez pas inquiets là, même si je réussis ma palle, je vais piocher un livre dans le bocal pour chaque livre que j'ai abandonné. Mais à ce moment-là, je m'attendais pas à abandonner autant de livres. Donc, c'est ça. Le résultat final, c'est que j'ai lu 9 des 12 livres de ma pile à lire ultime et... ben, j'ai commencé / abandonné les 3 restants. J'ai pas encore tout à fait décidé si je les abandonnais pour de vrai, mais pendant que je les lisais, là, j'avais juste comme plus le goût de la lecture, puis j'étais comme, ok, ça c'est mauvais signe, on va passer à d'autres livres. Alors, ben, ça signifie que la conséquence doit être appliquée parce que j'ai changé les règles après avoir fait ma vidéo. Le bocal, il est loin par contre, attendez là. Ok, rebonjour, on va faire 3 pioches express, dans le sens que je vais piger, je vais vous dire c'est quoi, mais je vais pas faire les recherches sur le résumé puis vous le donner. Anyway, je vais les lire puis on va s'en parler bientôt dans un point lecture. Alors, bon, je vais prendre celui qui est tombé. Ça, c'est fou. The Inmate de Frida McFadden, suggéré par Hello Kimi. Et ce qui est fou, c'est que hier, elle m'a écrit, elle m'a dit « Hey, le livre audio est disponible à la bibliothèque en ce moment, tu devrais le louer, tu devrais l'écouter, ça s'écoute bien. » Donc, je l'ai réservé, puis j'allais le commencer genre demain. Ok, hey, ça c'est un sacré timing. Ok, là j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec la deuxième pige, là, parce qu'il est magique aujourd'hui. Les gens qui ont regardé ma pile à lire, j'avais mentionné qu'il y avait
une petite lune qui était très malchanceuse parce que malgré beaucoup de suggestions là-dedans, elle avait jamais été piochée. Ton jour est venu, les histoires! L'appel de la forêt de Jack London. Je suis très partante de redécouvrir Jack London, surtout puisqu'il y a un de ses livres qui était mon préféré de genre 2023. Est-ce qu'on peut faire continuer la magie, s'il vous plaît? J'aime ça. Il y a un livre auquel je pense dans ma tête, je vais le dire, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Si c'est pas lui, je montrerai pas dans la vidéo qu'est-ce que j'ai dit. Puis si c'est lui, je vais vous montrer le clip de moi qui le dit. Yo! Bon, je ferai pas ma youtubeuse gossante qui insiste pour que vous voyez le petit papier qui... le focus, il se met pas... Non, gars, c'est lui, là. Vous me croyez, on se croit... Bon, la raison pour laquelle j'ai pu, comme, penser à lui, c'est parce que il est littéralement, genre, 18 fois dans le bocal. Donc, je me disais, statistiquement, là, ce serait fou que je le pioche pas. Mais... ça, là, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est vraiment le tirage de bocal le plus fou que j'ai fait jusqu'à présent. Je suis très satisfaite. Finalement, ma conséquence, là... merveilleux. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut maintenant passer au bilan BookTube. Alors, on va commencer par les chiffres purs, les statistiques, et après ça, on va faire un blabla plus général sur mes réflexions par rapport à ma chaîne pendant l'année. Alors, le 31 décembre 2024, on était 7275 personnes sur la chaîne. Et le 31 décembre 2025, on était rendu 10 134. Et on a dépassé les 10 000 en 2025. Je pensais même pas que ça allait se passer dans ma vie. Donc, ok. Au total, ça signifie qu'on a eu une augmentation de 2859 nouvelles personnes. C'est moins que ce que j'avais gagné en 2024. J'avais presque gagné 4000 abonnés en 2024. Mais je le partage pour l'amour des stats. On s'en fout, là. C'est quand même beaucoup de gens. C'est quand même beaucoup de gens. Vous ne pourriez pas entrer tous ensemble dans mon salon. On s'entend, là. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes quelqu'un qui est arrivé en 2025. Bonjour. Pour ce qui est de ma communauté exclusive, on est passé de 50 membres à 107. Et en fait, ça aurait été un petit peu plus, mais cette année, j'ai, à la toute dernière minute, supprimé le niveau des petits nuages pour que tout le monde soit à égalité sur le même niveau. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo en ce moment, ben, ce que je fais dans les vidéos exclusives, c'est littéralement ça à chaque mois. Bon, c'est un petit peu plus cosy, puis je parle de trucs un petit peu plus personnels, mais si vous aimez ça, puis que vous en voulez plus, ben, il y en a plus dans la communauté exclusive. Sinon, au total, en 2025, la chaîne a accumulé 284 079 vues. Et ce, avec 34 nouvelles vidéos publiques qui ont été postées, puis 12 vidéos exclusives. Mais surtout qu'il n'y a pas énormément de vues là-dedans, là, ça pèse pas gros dans la balance. Je dirais que 2025 était assez tranquille niveau vues puis croissance de la chaîne jusqu'à ce que je poste cette vidéo de tier ranking en octobre. Et d'ailleurs, en 3 mois, la vidéo a dépassé le nombre de vues de mon vlog de captive qui était autrefois ma vidéo la plus vue. Donc, plus de 31 000 vues. C'est beaucoup. Mais je suis contente que vous l'appréciez parce que vous le savez, là, les tier rankings, c'est pour me tuer. Le montage, c'est pour me tuer. Mais j'aime ça. Puis je suis contente que vous aimiez ça. En 2025, sinon, ma seule vidéo qui a eu moins de 3000 vues, ça a été mon vlog productif 5 jours dans ma vie. Est-ce qu'on peut être productif sans stresser? Je suis toujours pas sûre de ce que je veux faire avec genre mes vidéos productives ou plus personnelles parce que j'ai l'impression que je suis pas la meilleure pour les filmer. Puis à chaque fois, ben, c'est un contenu qui est moins regardé, donc je suis comme... Je pense que ça se reflète que je suis moins à l'aise de faire ces vidéos-là, mais j'aime beaucoup les regarder. Puis quand je les filme, ça m'aide, donc j'aimerais ça en faire, mais j'aimerais ça aussi les faire d'une façon qui est peut-être plus intéressante pour les gens, ou qui... Je sais pas. N'hésitez pas à me dire vos pensées par rapport à ces vidéos-là. Je reçois tout le temps plein de commentaires de personnes qui sont comme « Ah, moi j'adore ces vidéos », mais à chaque fois, ça fonctionne moins. Mais en même temps, c'est pas catastrophique. Tu sais, je vais pas me plaindre là, pour 2800 vues, on s'entend. Mais c'est juste qu'il y a toujours une différence très très palpable là, entre les vidéos plus personnelles versus les vidéos lecture, puis ça a du sens, mais je sais pas encore où me placer dans cet équilibre. Et si vous voulez savoir combien de money Mamaki a fait avec YouTube, je vais vous présenter les chiffres selon 3 catégories. Parce que premièrement, il y a le AdSense, c'est-à-dire les pubs qui jouent sur mes vidéos, combien d'argent je fais quand vous les regardez. Alors cette année, les revenus AdSense représentent environ 2303 $ bruts. Si on sépare ça genre par nombre de vidéos publiques postées, ça donne environ 68 $ par vidéo, ce qui représente environ 6 $ par heure de travail sur la
vidéo. Mais tu sais, l'argent que je fais, c'est pas juste sur les nouvelles vidéos que je poste, là, c'est sur toutes les anciennes, le catalogue entier là, de 5 ans de vidéos. Donc c'est pas littéralement 68$ par nouvelle vidéo que je fais. Ensuite, la deuxième catégorie de revenus pour YouTube, c'est ma communauté exclusive. Alors cette année, j'ai fait 3750$ brut et j'ai fait 9 sponsors, mais il y en a juste 8 actuellement qui m'ont payé, donc je vais vous donner le chiffre des 8 qui m'ont payé. Avec les sponsors, j'ai fait 1577$. Je serais curieuse d'entendre d'autres créateurs de contenu me parler par rapport à ce chiffre, parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est que je demande vraiment pas beaucoup pour mes sponsors. C'est mon âme de comptable. Genre moi je me dis ok, mettons qu'ils me payent ce montant-là, mais qu'ils ont juste tel temps de personnes qui cliquent sur le lien, whatever. Je suis comme faut que ça ait du sens là, du côté de leurs finances. Genre moi je pense tout le temps aux finances des autres, mais c'est pour ça que mon compte de banque il est vide. Donc au total, cette année avec YouTube, j'ai fait 7631$ brut. Si on enlève à ça la portion que je vais devoir envoyer aux impôts, j'ai hâte, ça descend à 5570 et pour les Européens, ça représente environ 3459€. Fun fact, la moitié du loyer que je paye en ce moment dans ma vie, ça me coûte plus de 10 000$ annuellement. Donc à l'heure actuelle, YouTube, c'est un beau coussin. C'est une bouée de sauvetage qui m'a vraiment sauvé la vie pendant la moitié de l'année où j'avais pas de travail. Mais c'est ça, le montant total que j'ai fait l'année dernière a juste payé la moitié de mon loyer. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, tu sais, c'est 0% mon objectif de faire de YouTube mon travail. Je sais que je me professionnalise de certaines façons avec, tu sais, des sources de revenus comme ça, mais moi, dans la vie, ben, je veux avoir un travail principal. Genre, je veux pas dépendre de mes vidéos pour les revenus. Oh mon Dieu, quel cauchemar! Mais c'est sûr que j'aimerais ça comme objectif personnel, là, qu'un jour YouTube s'occupe, genre, de payer mon loyer. J'ai plein d'autres affaires à payer à côté, genre, le loyer, ça inclut pas l'hydro, ça coûte cher en ce moment, l'hydro. Et donc voilà, ben, je serais curieuse de savoir, est-ce que vous pensiez que c'était plus ou moins dans votre tête, là, votre vision, c'est est-ce que j'avais fait plus d'argent ou moins d'argent que ça avec YouTube? Sinon, bilan général de BookTube, on va parler blablaté. Cette année, j'ai acheté une nouvelle caméra, je filme avec elle en ce moment, et elle m'a vraiment aidé à réduire le temps de mes montages, parce que si vous avez vu là, mes vieilles vidéos, mes vieilles FAQ, j'étais folle sur l'audio, j'étais folle. Puis là, avec la nouvelle caméra, on dirait que mon micro il est plus stable, j'ai moins de modifications à faire, genre à tous les 2 mots pour que le volume soit stable. Donc ça, je suis contente, c'est un gros investissement. Merci à ma tante qui m'a prêté l'argent puis que je repaye à chaque mois jusqu'en juin, genre. Mais pour l'instant, je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision, c'était la bonne à mon avis. Ensuite, pendant la majorité de l'année, j'ai posté une vidéo publique aux 2 semaines plus une vidéo exclusive par mois. Et depuis l'automne, je poste 3 vidéos publiques puis une exclusive. Puis je me suis encore une fois beaucoup questionnée sur le meilleur rythme à avoir. Parce que quand je postais seulement une vidéo aux 2 semaines, je trouvais qu'il y avait beaucoup de concepts de vidéos que j'avais pas de place genre pour placer, parce que s'il y a des vidéos un petit peu obligatoires comme la pile à lire de telle saison, le bilan de tel truc, blablabla, et ben quand t'as juste 2 vidéos par mois, ben si ça tombe en été ou c'est la pile à lire de l'été puis le bilan demi-année, ben il y a pas d'autre place pour des vlogs. Donc c'est ça, j'étais contente de poster plus pour avoir plus de place où mettre mes idées, mais je sais pas à quel point pour 2026 ça va être réaliste de continuer au même rythme, parce que là ben tu sais je le faisais, j'avais pas vraiment de travail. Là je m'apprête à commencer 35 heures semaine à mon travail, donc je sais pas encore, on va s'en parler. Je planifie de continuer 3 vidéos par mois jusqu'à comme la mi-avril, mais après ça, on va s'en parler. Il y a quelque chose par contre qui m'a encouragée à poster plus de vidéos, puis pour une raison qui va peut-être vous étonner, c'est que quand moi j'ai lancé la communauté exclusive sur ma chaîne, YouTube ne montrait pas les vidéos exclusives aux personnes qui n'étaient pas des membres. Donc, si vous alliez sur ma chaîne, ben c'était juste les vidéos publiques, puis si vous vous abonniez, ben là, paf, les vidéos pour les membres apparaissaient. Et c'est quelque chose qui ont changé en 2025. Et donc, pendant que je postais, tu sais, moins de vidéos, une vidéo 2 semaines, quand on allait sur ma chaîne, c'était une vidéo publique, une vidéo publique, une vidéo exclusive, 2 publics, une exclusive, 2 publics, une exclusive. Puis, j'aimais tellement pas le fait que genre le premier regard d'une nouvelle personne qui arrive sur ma chaîne, c'est genre ben Grim, tout ce qu'elle poste c'est genre exclusif, tu sais, 33% du contenu est payant. Cette fille-là veut juste de l'argent, pourquoi elle est sur BookTube? Puis ça m'a tellement rendu mal que j'étais comme ok, j'annule mon abonnement sur YouTube, j'en fais un sur Patreon à la place. Mais là j'étais comme non, j'aime ça que ce soit sur YouTube, ça a plein d'avantages d'être sur YouTube. Donc ben à la place j'ai fait ok, je vais poster plus de contenu public comme ça, c'est moins fou quand tu cliques sur ma chaîne, il y a plus de trucs à regarder.
Je sais que je m'en fais sûrement pour rien parce qu'il y a pas énormément de gens qui doivent me juger par rapport à ça, mais je sais qu'il y a des gens, puis moi ça me dérange. Ça me dérange, je veux pas. S'il vous plaît, YouTube, permettez-moi de cacher mes vidéos exclusives. En plus, là, les maudits, ils les recommandent sur les accueils. Puis ce que ça fait, c'est que ça nuit à ma chaîne en plus, parce que chaque fois qu'une vidéo exclusive est poussée, ben c'est la place d'une de mes vidéos publiques qui est volée, puis on s'entend qu'ils vont pas cliquer sur la vidéo exclusive. Donc honnêtement, c'est un changement qui me rend folle. Je leur ai écrit à plein de reprises, genre s'il vous plaît, laissez-moi les cacher. Ils veulent pas. Ils veulent pas parce que, effectivement, il y a des personnes parfois qui étaient tellement titillées par le fait d'avoir la vidéo exclusive sur leur accueil qui se sont abonnés grâce à ça. Donc ça fait de l'argent YouTube. Mais moi, honnêtement, je sais que comme ça m'a sauvé la vie d'avoir l'argent YouTube, mais je fais plus ces vidéos exclusives là pour mon bien parce que ça me fait du bien de faire un bilan de mon mois, blablabla. J'ai pas besoin que la terre entière s'y abonne, s'il vous plaît. Bref, tout ça pour dire qu'en 2025, j'ai continué à être absolument passionnée par ce que je faisais sur YouTube, puis à beaucoup m'amuser. Puis c'est le fun, tu sais, d'avoir une communauté publique. Là, je parle de communauté publique. De gens là qui commentent à chaque vidéo, puis genre vous revenez, je vous reconnais, vous me connaissez. Genre je trouve que je suis à une belle place en tant que créatrice. Mais c'est sûr que je continue à vraiment stresser par rapport à tout ce qui est en lien avec la monétisation. Genre là, j'ai refusé un sponsor ce mois-ci juste parce que j'étais comme ben je veux pas en avoir trop. Puis là, faut que j'achète la médication à mon chat qui coûte 300$ là, puis je regrette un petit peu, mais bon. Si seulement j'avais su qu'après avoir dit ces mots, la semaine d'après, j'allais payer 1000$ au vétérinaire d'urgence parce que mon chat mange plus. Tu sais, je me sens vraiment privilégiée d'avoir même débloqué un tel niveau de monétisation avec ma chaîne parce qu'en tant que chaîne québécoise, ça se fait pas. Les autres personnes qui créent du contenu, là, je sais, on fait des peanuts, là. Moi, pendant longtemps, j'étais payée 2$ par vidéo, puis ça, c'était chanceux si tu te rends à ce niveau-là parce que la majorité des gens qui font des chaînes YouTube ne sont même pas monétisés. Et je pense qu'en 2026, ben, il faut que je trouve une façon d'être en paix avec tout ça, avec moi-même. Et dernier point pour Booktube, en 2025, j'ai vraiment été très mauvaise pour répondre aux commentaires des gens. Je les ai tous lus, je les lis tous à chaque fois. Mais ce que je trouve horrible, c'est que les plus beaux commentaires, tu sais, qui ont vraiment mis du temps à écrire un paragraphe super touchant ou soigné ou gentil, c'est souvent les commentaires auxquels je réponds pas parce que quand je les lis, je suis comme ok, je me le mets pour plus tard, genre je veux vraiment prendre le temps d'y répondre. Mais entre-temps, je reçois d'autres commentaires, faut que je travaille sur la vidéo d'après, blabla. J'ai peur, genre j'oublie d'y répondre, mais je les ai lus, puis je veux juste vous remercier vraiment pour chaque commentaire que vous faites là. Je le lis, puis j'apprécie tellement, mais c'est ça, je me souviens en 2024, j'avais déjà ce problème-là, puis j'étais comme ok, en 2025 je vais régler ça. Là, j'admets à moi-même, ok, je suis juste comme, je suis une personne sauvage qui a pas beaucoup d'énergie sociale, puis répondre à des commentaires, même si c'est pas en personne, ça prend du social. Et ben, c'est ça, je serai pas la meilleure pour répondre à vos commentaires, je vais juste l'admettre, mais je suis la meilleure pour les recevoir puis les apprécier dans mon cœur, sachez-le. Merci beaucoup, enfin, merci. Maintenant, on passe à un mini bilan Bookstagram. Vraiment mini, là, parce que j'ai pas fait grand-chose. Au début de l'année, on était 1876 abonnés sur Instagram. Et à la fin d'année, on est monté à 2825. Ça, c'est quand même 949 nouvelles personnes qui m'ont rejointe alors que j'ai rien posté. Ben, c'est pas vrai, là. J'ai fait 3 posts qui ont super bien fonctionné, puis j'ai fait 5 réels. Je vous encourage quand même à me suivre si c'est pas fait, parce que c'est là que je fais beaucoup de mises à jour par rapport à mes vidéos, ou que je vous demande de participer là en story pour des concepts. Il y a quand même des raisons de me suivre là-bas, mais je suis pas la plus active. Puis je dirais que mon objectif pour 2026, c'est que j'ai tellement de photos que j'ai prises pour Insta. J'en ai tellement, j'y poste pas. Donc j'aimerais ça au moins genre en poster 10. Est-ce que c'est trop? Bref, c'est tout pour le bilan Instagram. Il y a vraiment rien d'autre à dire. Et maintenant, on passe au bilan écriture. Et c'est un gros bilan parce que pour la première fois de ma vie cette année, j'ai soumis mon roman à des maisons d'édition. Mais là, j'ai plus de batterie, donc c'est la Mamaki du futur qui va vous en parler. Alors, voici un petit récapitulatif pour les personnes qui m'auraient juste découverte récemment. Depuis 2021, je travaille sur un roman de réalisme magique. Et après 5 réécritures, je l'ai enfin envoyé à des maisons d'édition au mois de mai. Sauf que, tu sais, je l'ai envoyé à 7 maisons d'édition québécoises. Mais là-dedans, il y en avait juste réellement une de laquelle j'attendais une réponse parce que je voyais avec les catalogues des autres ME que ça correspondait pas à ce que j'avais écrit, mais en même temps j'avais écrit un livre qui était un petit peu plaçable
nulle part. Donc, tu sais, j'étais comme, ben, je vais essayer, voir si je suis capable d'avoir du feedback de quelqu'un. Évidemment, le rêve, c'était d'avoir une réponse de ma maison d'édition préférée, mais comme, j'avais des amis qui avaient écrit des bons romans que j'avais lus, qui leur avaient envoyé, puis il y avait même pas eu de réponse, tu sais, il y avait même pas eu de refus. Sauf une qui avait reçu un refus personnalisé parce que c'était son premier roman. Puis là, je suis pas en train de pleurer, je suis en train de m'étouffer parce que j'ai un rhume. L'éditrice avait été super gentille avec elle, puis elle avait dit, ok, ben, tu sais, continue, t'as du beau potentiel, voilà. Donc, je me dis, bon, je m'attends à rien, mais comme, j'aimerais ça au moins que l'éditrice prenne pitié de moi, puis c'est comme, ah, ben, ton premier roman, il était pas si mal que ça, vas-y, ma cocotte, continue. Mais, à la fin juillet, j'ai reçu ce courriel. J'ai pris connaissance du synopsis de votre roman et commencé à lire votre manuscrit. La proposition m'intrigue beaucoup. Vous avez une plume remarquable. Moi, quand j'ai lu ça, en sachant cette éditrice-là, quel livre dans la vie elle avait édité, qui à mes yeux, c'est un des livres les mieux écrits au monde. Bref, j'étais comme... Et voilà! Je suis passée en comité éditorial, puis après ça, j'ai attendu 3 mois pour avoir la réponse. Et ben, en fin de compte, c'est un refus. Mais... littéralement le refus de mes rêves. Genre, j'aurais pas pu recevoir un plus beau refus que celui-là. Comme vous pouvez le constater, nous avons mis du temps à prendre une décision parce que la proposition est très originale et que nous avons été charmés par le caractère très romantique de l'histoire d'amour. Cependant, de nombreux bémols nous ont fait hésiter et c'est finalement une réponse négative que je dois vous faire aujourd'hui. Votre écriture est très riche, souple, pleine de poésie et d'humour, un sens du récit certain, mais le récit comporte à nos yeux certaines faiblesses. Pour nous, il ne s'agit pas d'un texte abouti. Nous ne faisons pas cela très souvent, mais si vous êtes intéressé, je serais heureuse de vous livrer l'essentiel des commentaires et recommandations formulées par les membres de l'équipe. Si par la suite vous étiez disposé à vous en inspirer pour retravailler le texte, il nous ferait plaisir de le relire. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette proposition, quoi qu'il advienne. Je peux vous dire au nom de toutes les personnes qui vous ont lu que nous sommes très reconnaissants d'avoir pu découvrir votre univers. Moi, quand j'ai envoyé mon roman, si vous avez vu genre mes vlogs d'écriture, j'étais pas... j'avais pas la confiance absolue en moi. Genre, je me doutais que ça allait pas fonctionner, mais j'étais perdue. Tu sais, ça faisait 5 fois que je le réécrivais. Mes bêta-lectrices savaient pas nécessairement quoi dire pour m'outiller parce que c'est pas une approche typique de livre. Là, je tiens à clarifier, là, ça sonne comme si mes bêta-lectrices, ils avaient pas su comme dire non, j'ai eu des bêta-lectrices très très aidantes. Mais c'était plus difficile pour elles de m'aider concernant les aspects moins traditionnels du livre. Puis je voulais juste comme un signe de l'univers, genre une direction. Est-ce que je continue à retravailler ce livre-là ou est-ce que je le mets de côté? Tu sais, c'était mon premier essai à vie. Ben, c'était pas mon premier essai de roman, mais c'était le premier roman que genre je terminais puis que je réécrivais. Donc, tu sais, j'ai vraiment envoyé mon texte, oui, avec le rêve d'être un jour publié, mais c'est surtout, moi je le voyais comme la première étape pour réaliser un jour ce rêve-là. Et c'est juste, ça a dépassé mes attentes. Honnêtement, là, ce résultat-là, c'est fou. Ensuite, comme mentionné dans le message, l'éditrice a proposé de m'envoyer tous les commentaires, puis elle l'a fait. Et c'était magique parce que j'étais d'accord avec tous les commentaires. Et enfin, j'étais comme... oh mon dieu, ces trucs-là dont je doutais, mais personne me disait que ça les dérangeait vraiment, mais genre, elle a mis le doigt sur pourquoi c'est dérangeant, parce qu'elle c'est une mastermind. C'était la plus belle des bénédictions, puis ça m'a fait sentir, pour la première fois, confiante avec ce que j'avais fait, puis j'ai surtout développé la confiance que un jour, j'allais réussir à régler ce manuscrit-là, puis peut-être le rendre dans l'état désirable pour qu'il soit publié. C'était juste, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé cette année. En plus, tu sais, c'est une maison d'édition qui publie à peine 1 ou 2 nouveaux auteurs québécois par année, et ils ont absolument jamais publié là, de célébrités ou d'influenceurs ou blablabla. Donc, tu sais, je sais que ma communauté là-dedans, elle a aucun poids. Bon, en même temps, je dis communauté, tu sais, au sortant, j'ai pas 1 million d'abonnés, là, ça a pas tant d'impact que ça, mais quand même, je suis juste, je cherchais une sorte de validation, puis je l'ai eu littéralement de la part de la seule maison d'édition de laquelle je voulais une validation. Donc, c'est ça. Ben, en 2026, je lance l'opération sauvetage de mon roman. Je vais vlogger ça. Je sais pas si genre je fais un vlog où c'est comme une année, ou si je fais des vlogs un par-ci par-là. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais tout ce que je sais c'est que je vais retravailler mon roman cette année, ça c'est certain. Ah, je vous ai pas dit, au salon du livre en plus, j'ai pu rencontrer l'éditrice, puis elle m'a dit yo, les gens quand ils reçoivent ce genre de courriel là, ils sont pressés, ah vite faut que je réécrive le livre avant qu'ils m'oublient. Elle m'a dit prends ton temps, même si tu me le renvoies dans 3 ans, je vais le relire. Ah, voilà. Donc, vraiment une belle année au niveau de l'écriture. Ah, c'était fou. Et maintenant, on peut passer au bilan personnel. Je dois dire que 2025 était original. Parce que, autant j'ai vécu des choses incroyables, ben disons que la première moitié de l'année, ça a commencé de façon
ponctué peut-être par la malchance. Mon chat a commencé à faire des infections chroniques qui ont coûté des milliers de dollars, tandis que ça faisait des mois et des mois et des mois et des mois que je cherchais un travail stable et que j'essayais des affaires, ça fonctionnait pas. Donc tandis que mon chat allait pas bien puis que mon compte de banque allait pas bien, ben je me suis fait larguer par mon copain avec qui j'habitais depuis 5 ans. Et donc je me suis retrouvée au mois de juin célibataire, au chômage, mais sans chômage parce que j'étais travailleur autonome quand j'ai perdu mon contrat que j'avais depuis 5 ans. Donc j'avais pas de chômage, j'avais aucune aide du gouvernement, on s'entend. Et ben voilà, j'étais comme, hey, ouais, c'est pas mon année. Mais après ça, juillet est arrivé. Juillet avec sa belle réponse de la maison d'édition. Juillet avec le travail de mes rêves qui s'est manifesté dans ma vie de façon vraiment cocasse. Je vais pas énormément vous en parler parce que ce serait long. Mais sachez juste que je suis désormais adjointe comptable et je ne fais que des choses que j'aime au quotidien. Je travaille 100% de la maison. L'horaire est flexible. En ce moment, c'est une journée de travail. J'ai dit à ma boss, hey, je suis absente de 11h à 13h parce que je filme une vidéo. Puis t'es comme, ok, c'est merveilleux. C'est merveilleux! Et ben, grâce à ce travail, là, je commence à comme me remettre financièrement là, de mon année de chômage sans chômage. Puis cette année, ben, niveau santé, ça a été beaucoup mieux. Aussi, j'ai réussi à prendre le métro toute seule, des distances vraiment plus longues que ce que je pouvais faire dans le passé. Je suis allée au Salon du Livre pendant 2 jours, ça s'est super bien passé. Bref, c'est comme, tu sais, une année qui brisait beaucoup de choses par rapport à moi. J'ai perdu mon ancrage, la personne que je pensais qu'elle allait m'accompagner là, pour le restant de mes jours. Mais je sais que ça va aller. Je sais. C'est sûr que là, tu sais, je vis avec lui encore. Là. Mon coloc, c'est mon ex. On vit ensemble jusqu'en juin. Sauf que, ben, déjà, s'il y a une personne sur Terre pour bien vivre cette situation, c'est moi. Il est tombé sur la bonne personne. Parce que, disons que mes parents sont séparés, sont devenus des moines bouddhistes, célibat total, blablabla, mais ils ont continué à vivre dans la même maison. Donc moi j'ai connu l'exemple de 2 personnes qui étaient dans une relation amoureuse, qui se sont séparées, qui sont devenues des amis platoniques, puis qui ont réussi à bien vivre là, dans le même environnement. Donc pour moi c'était pas fou comme arrangement. Mais c'est sûr que il y a eu des moments plus difficiles pour moi là. Tu sais, c'était comme pendant certains mois, c'est un peu juste le rappel dans ta maison que t'es pas aimable. Je sais que c'est dramatique, c'est pas vraiment ça la réalité, mais tu sais, je suis une personne vraiment particulière, puis pas nécessairement facile à vivre. Genre, je suis facile à vivre, je pense, au niveau de l'humeur. Je suis pas quelqu'un de mauvaise humeur qui va se fâcher après toi, jamais, ou whatever. Mais, tu sais, j'ai beaucoup d'anxiété, j'ai beaucoup de problèmes de santé mentale aussi, là, santé toute, qui font que j'ai besoin de certaines accommodations. Puis quand, tu sais, tu te fais dire par la personne qui était ton soutien pendant 5 ans qu'ils iront avec toi parce que t'es trop stressé, genre, ben c'est sûr que ça me fait un peu penser que finalement je suis insupportable. Mais c'est pas dramatique. Genre, ça a pas tant que ça affecté, ok? Je suis correct avec moi-même. C'est juste que je peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre dans ma vie un jour. Genre déjà, être avec lui, c'était un miracle pour vraiment beaucoup de raisons. Là. Si vous savez pas, je suis asexuelle. Savez-vous comment c'est difficile de trouver quelqu'un qui accepte de pas se mettre nu dans un lit avec toi puis de risquer une grossesse? Il y en a pas beaucoup sur Terre qui acceptent. Donc, tu sais, c'était déjà incroyable d'avoir pu partager ma vie avec quelqu'un pendant toutes ces années, mais comme je peux pas imaginer retomber sur quelqu'un d'autre avec qui ça fonctionne avec moi. Je suis difficile à aimer, mais moi, je suis difficile. Bref, c'est ça. Ça met en branle, évidemment, mon appartement. Là, on reste ensemble jusqu'au renouvellement du bail. Demandez-moi pas qu'est-ce qui se passe après. Est-ce que je dois encore déménager? J'espère que non, parce que j'ai 27 ans. Si je déménage, ça va être mon 13e déménagement à 27 ans, s'il vous plaît. On peut-tu arrêter à un moment donné, là? Mais je peux pas imaginer avoir une colocataire ou un coloc, genre, je peux pas imaginer avoir quelqu'un. Je suis tellement sauvage. Juste l'idée de partager ma vie avec quelqu'un que je connais pas, parce qu'il y a personne dans ma vie qui pourrait habiter avec moi en ce moment, genre, ils sont tous pris. Wow! Bref, il y a des choses à régler dans ma vie en 2026, mais tu sais, c'est ça la vie, il y a toujours des choses à régler. Si t'as pas de problème, mais c'est que t'as pas encore trouvé où le problème, mais il y en a un. Donc, ben c'est ça. Moi, je suis satisfaite de mon année, tu sais, ça a foutu en l'air des choses à propos de mon futur, mais moi, je pense que ça va retomber d'une belle façon. En ce moment, c'est dans les airs. J'ai peur que tout s'écrase et ça fasse mal, mais je pense que ça va tomber d'une belle façon. J'espère.
Alors, je vais terminer le bilan en regardant la vision de 2025 que j'avais. Je m'étais noté 3 points que je voulais mettre à l'avant dans ma vie en 2025. Le premier, c'était « Cette année, je vais envoyer mon premier roman à des maisons d'édition. Je serais surprise que ça fonctionne, mais dans tous les cas, ça reste un accomplissement. » Oui, ma fille, tu l'as fait, et oui, c'était un accomplissement certain. Cette année, je vais me trouver suffisamment de travail pour combler les heures de salaire hebdomadaire qui me manquent pour être OK financièrement, et je vais avoir suffisamment de temps à côté pour continuer YouTube à temps partiel. Et ça a pris du temps. Celui-là, ça a pris du temps pour que ça fonctionne, mais là, je dirais que oui. Pendant les premiers mois de mon emploi, je faisais pas beaucoup d'heures, mais là, j'ai commencé à faire du 30-35 heures là, certaines semaines, donc ça va. Ça va aller. Ça va aller pour la première fois de ma vie financièrement. Je pense que ça va aller cette année. Ça dépend de mon appartement. Et cette année, je vais intégrer 1 heure de lecture obligatoire à ma routine quotidienne. J'ai le temps de lire, il faut juste que je le prenne. Celui-là, je pense que c'est le seul que je peux pas nécessairement cocher. J'ai définitivement lu, je pense, l'équivalent de 365 heures dans l'année, mais j'ai pas lu à chaque jour. Il y a vraiment, tu sais, si vous regardez mon vlog, là, combien je lis en une semaine, j'ai tellement pas lu dans cette vidéo-là. Bref, je vais dire que c'est pas tout à fait accompli. Et donc, maintenant, on va passer à ma vision de 2026. En mettant de côté le fait que je sais pas où est-ce que je vais habiter, comment je vais payer mon loyer, ou je sais pas trop quoi. Cette année, je vais retravailler mon premier roman. Je sais pas si je vais le retravailler au point de le réenvoyer cette année. Genre, c'est possible que je réussisse, mais en même temps, je veux quand même prendre mon temps. Je pense que je vais faire plusieurs réécritures, là. Tu sais, je veux commencer ma 6e, mais je pense qu'il y en aura 8. Mais je vais garder confiance en moi. Je pense que je vais réussir, je vais relever le défi, puis même si je le relève pas, ben je vais réécrire mon livre avec de la joie dans mon cœur, puis c'est ça qui compte. Ah oui, ok, non, finalement dans mes points, j'avais mis mon appartement dans les points, ok. Je vais trouver une solution pour rester dans ce logement sans m'endetter, parce que c'est ça que je fais dans la vie. It's not my first rodeo. M'amaquer puis gérer des appartements main dans la main. Et si jamais je réussis à trouver une façon de vivre seule ici ou ailleurs, si je suis obligée de déménager. J'aimerais ça être un petit peu moins sauvage cette année, puis voir un petit peu plus de gens. Pas beaucoup, genre, mettons que mon niveau de sauvage c'est 100% en ce moment, j'aimerais ça qu'en 2026, mon niveau de sauvage soit comme 93%. Je suis encore sauvage, c'est comme ça que je survis. Mais j'aimerais ça voir un petit peu plus. Surtout des book girlies. J'aime ça à chaque fois que je vois là, mes gens littéraires au Salon du Livre à chaque année. Oh, vous me faites du bien. Et dernier point, il reste 2% de batterie. On va parler vite, je suis désolée. Je veux vraiment me trouver un équilibre entre mon travail à temps plein, ma chaîne YouTube, l'écriture et la lecture. J'ai tendance à délaisser la lecture en premier quand ma vie est chaotique, mais je veux me promettre cette année que si jamais j'y arrive pas, la chose qui va prendre le bord, ben, c'est de poster à chaque semaine. Si j'y arrive pas, je posterai moins, je lirai plus, je vais réécrire, je vais travailler, mais je vais quand même poster des vidéos, mais moins. C'est ma promesse que je me fais moi. Et j'aimerais ça lire plus le soir au lieu de regarder des reels sur mon téléphone. Alors c'est tout pour le bilan de 2025. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quoi vos objectifs pour 2026? Ça peut être des objectifs de lecture, mais aussi des objectifs personnels. Est-ce qu'il y a une statistique de votre année 2025 que vous aimeriez partager avec moi? Puis aussi, question plus générale. Qu'est-ce que vous préférez entre moi qui poste 3 vidéos par mois qui sont quand même soignées, on s'entend, mais qui sont moins longues, versus moi qui poste 2 vidéos par mois, mais tu sais, c'est des vlogs comme le vlog 24 heures que j'ai posté qui faisait quasiment 1 heure. C'est des vidéos de 40 minutes avec peut-être 8-10 livres dedans plus développés. Est-ce que vous préférez avoir un rendez-vous hebdomadaire pour presque toujours avoir quelque chose à regarder le vendredi, ou est-ce que je devrais réduire le rythme de vidéo puis me concentrer sur des gros concepts et en même temps avoir une meilleure balance avec ma propre vie? Mais je sais pas ce que je vais faire. Mais pour l'instant, je continue à poster 3 vidéos entre chaque vidéo exclusive, mais il se trouve que en janvier, il y a 4 semaines entre les 2 vidéos exclusives, et ben je vais en prendre une de congé pour me donner un petit break avant l'énorme wishlist qui s'en vient là. Même si vous savez pas c'est quoi, je pense que vous allez aimer ça. Donc pas de vidéo la semaine prochaine, je prends une petite pause, mais la semaine d'après, on se retrouve avec une vidéo discussion assez croustillante. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. On se revoit très bientôt et je vous souhaite une belle année 2026. Bye bye!